Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans notre émission La Lecture. La Lecture est une émission pour les amoureux et amoureuses de la lecture. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média, notre site internet www.actuelmedia.net. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur Tcheina Tangara, un jeune écrivain talentueux et il est détenteur d'une licence en gestion des ressources humaines à l'Institut universitaire de gestion de Bamako, IUG. Il est enseignant de formation, détenteur d'un diplôme des instituts de formation des maîtres en spécialité LHG, Lettres, Histoire, Géo. Il est actuellement à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Il est slameur, il est membre du club Arrogatoire. Il est également slameur de formation, c'est ça, non? Formateur en slam. Formateur en slam. Monsieur Tangara est auteur du livre Bruit du silence. Il est également co-auteur du livre L'anthologie malienne de slam. Bonsoir Monsieur Tcheina et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Quels sont vos mots de bienvenue à l'endroit de nos téléspectateurs? D'abord, je vous dis merci pour l'invitation et je remercie également tout le staff de l'équipe, toute l'équipe de Actuel Média pour le beau travail qu'elle réalise à longueur de journée et je vous félicite pour cela. Je dis aussi merci à tous les abonnés et restez branchés sur Actuel Média. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Tcheina, notre émission porte le nom La Lecture. Pouvez-vous nous parler de la lecture et de son importance? Est-ce qu'on peut dire de façon exhaustive l'importance de la lecture? La lecture, c'est une manière d'apprendre. Et sans la lecture, il y a certaines connaissances qui nous restent inaccessibles. À travers la lecture, on peut découvrir diverses connaissances de divers horizons du monde et sur diverses spécialités. À travers la lecture, on peut se distraire parce que qui lit voyage. Souvent en lisant même, on a l'impression de voyager. Et moi, souvent, quand je lis, je n'ai pas faim. Je peux lire du matin jusqu'à 16 heures et à beaucoup d'heures, je peux enchaîner ça en lisant sans problème. Vous mangez puisque oui, bien sûr, je mange. À un certain niveau, le corps va t'alerter, mais la lecture, du fait qu'on est plongé dans la lecture, on ne voit pas tout ça. On ne se sent même plus. On vit ce que les personnages du livre vivent. On pleure avec eux, on rit avec eux. Et voilà, c'est un très bon moyen de distraction. Et pour apprendre aussi. Effectivement. Alors, Monsieur Tcheina, d'où vient cet amour pour l'écriture? Mon amour pour l'écriture, je ne sais pas quand est-ce que je peux dire que j'ai commencé à aimer l'écriture. Et ça a commencé depuis tout petit. Je me rappelle, mon premier poème que j'ai écrit, c'était lorsque j'étais en 6e année. Oui, c'était sur quoi? C'était dédié à ma mère. Ah, d'accord. Comme Kamaralay. Ah oui. D'accord. Mais est-ce que vous vous rappelez des phrases, des textes que vous avez dit à cette époque? Non, je ne me rappelle pas. Vu qu'à l'époque, et vous savez, lorsqu'on est enfant et qu'on écrit, on n'a pas envie que d'autres personnes nous lisent. Donc, effectivement. Voilà, j'avais aussi ce complexe. J'écrivais des poèmes, mais je les gardais pour moi-même. Et voilà, au fur et à mesure, et je perdais mes papiers. Et il y en a beaucoup que j'ai perdus. C'est lorsque j'ai commencé à pratiquer le slam que j'ai commencé à extérioriser mes poèmes. Mais avant cela, j'écrivais, je partageais ça sur Facebook. Et c'est là que des gens venaient à chaque fois. Partager sur Facebook comme quoi, chroniqueur? Non. Par exemple, s'il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui marque l'actualité, un fait qui marque l'actualité, j'écris un poème là-dessus. Et c'est ma manière de réagir sur les événements qui se font autour de moi. J'écrivais sur mes émotions et je partageais ça sur ma page. À chaque fois que les gens voyaient ça, les gens m'écrivaient en inbox pour me remercier. Ils se sentaient touchés eux-mêmes
par mes écrits. Alors que pour moi, je suis en train de parler de moi-même et voilà, je vais publier comme ça, les gens vont voir. Et j'avais beaucoup de réactions sur mes comptes et il y en a qui m'invitaient à écrire un livre. Il y en a qui me disaient de ne pas publier mes textes sur les réseaux sociaux vu que il y a des gens qui peuvent... D'autres peuvent s'en approprier. S'en approprier. Oui. Donc, et je n'ai pas beaucoup pris en compte ces conseils, mais finalement, j'ai voulu écrire et partager. Pour moi, le partage, c'est mieux que tout, même si je me confronte à ce risque de plagiat venant d'autres personnes. Alors, Monsieur Etienne, comment vous êtes inspiré? Bon, c'est comme ce que je viens de le dire, je ne sais pas, je m'inspire à travers les faits qui se passent et j'ai l'habitude aussi de lire des poèmes, des récitations. J'aimais beaucoup cette matière et ça me permettait de me rattraper et dans les notes. Et je m'inspirais des manières d'écriture des auteurs. Et comme ça me permettait de moi-même extérioriser. Bon, moi je ne m'intéressais pas beaucoup aux noms, comme les Birago Diop, les Senghor, les Aimé Césaire, les Paul. Bref, Okay. Les poèmes et les récitations qu'on faisait au primaire et au secondaire. Donc, je m'inspirais de leur style d'écriture et moi aussi j'écrivais. Et je suis beaucoup plus attiré par les poèmes rimés et aussi là où il y a beaucoup d'assonances. C'est pour cela que si vous avez lu le livre, vous allez remarquer que j'ai vu que vous avez respecté les règles de la versification à la lettre. Bon, d'un côté, oui, il y a des décalages, mais quand même, d'autres parties sont respectées. Exactement. Pour moi, je n'essaye pas de respecter tous les styles d'écriture de poèmes. D'ailleurs, même, je dois beaucoup en apprendre. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'organisation de l'écriture sur la page et aussi l'assonance, les sonorités surtout. Les figures de style. Les figures de style. Je m'intéresse à ça également. Oui. Et voilà, en tant que slammer aussi, c'est important pour moi, vu que mon slam et ma poésie sont un peu liés. Effectivement. Et parfois, je déclame des textes, des poèmes que j'écris. Et parfois, quand j'écris des slams, je vois que non, c'est mieux sur une page qu'à l'oral. Donc, oui, les deux sont mêlés. Monsieur Tchena, pourquoi écrire et pour qui est-ce que vous écrivez? Pourquoi écrire? Pas pour la jeunesse quand même, puisque nous n'aimons pas lire. Bon, j'écris d'abord pour moi-même. Oui. J'écris pour extérioriser ce que je ressens. J'écris pour dire ce que je pense. J'écris pour me divertir. Et j'écris pour participer à ce qui se passe. Donc, j'écris d'abord pour moi-même. Et aussi, j'écris pour le public, pour toucher le public, afin de le pousser. Quel genre de public? C'est un public hétérogène, les jeunes, les vieux. Les lecteurs, il s'agit des lecteurs, hein? Oui, des lecteurs surtout. Ah. Public lecteur. Public lecteur. Je ne veux pas dire public auditeur, vu que ce sont des écrits. Effectivement. Donc, j'écris pour mon public lecteur. Et tu sais, quand on écrit, l'écriture peut avoir beaucoup d'impact que ce que l'on imagine. Quelqu'un qui lit une de tes œuvres, ça peut changer toute sa vie. Alors que toi, en écrivant, tu ne donnais pas autant d'importance à ce que toi, tu écrivais. Donc, la manière dont la personne va recevoir l'œuvre, c'est ça qui va l'impacter. Donc, j'écris pour apporter du changement, pour parler du changement que moi-même je souhaite dans la société et dans l'univers. Monsieur Tchena, pensez-vous que les écrivains au Mali sont considérés? Pensez-vous qu'ils sont accompagnés? Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Bon, les difficultés commencent d'abord
par l'édition. Ici, c'est très difficile pour les jeunes auteurs d'être édité, de se faire éditer. Oui. On est beaucoup confronté à ce problème. Oui. Mais là où moi j'ai été édité, ça a été beaucoup plus facile et ça a été une chance pour moi. Et ProStyle Édition a édité mon livre et ça a été très facile pour moi à ce niveau. Mais il faut remarquer qu'on trottine beaucoup pour avoir une maison d'édition, pour accepter nos œuvres et pour l'éditer à bas prix. Ça, c'est le premier problème. Et lorsqu'on édite, il faut faire écouler les œuvres. Il faut que les gens lisent. Donc, effectivement. Oui. Donc, après avoir écrit ces livres-là, on se confronte à ce problème également. Il y en a qui écrivent, et ils passent des mois sans faire 10 ventes, 20 ventes comme ça. Donc, vous voyez, c'est déplorable, vu qu'il y a un contrat entre l'éditeur et l'auteur. Tant que le livre n'est pas vendu, l'auteur ne peut pas beaucoup toucher. Ce qui fait qu'au Mali, c'est difficile pour un auteur de vivre de ses œuvres. Au contraire même, c'est l'auteur qui dépense. Donc, ce qui veut dire et fait vivre. Le métier d'écrivain ne nourrit pas son homme au Mali? Au Mali, on peut le dire. Dans la majeure des cas, je ne connais pas assez d'auteurs qui vivent proprement de leurs œuvres. C'est-à-dire, ce qu'ils touchent directement de la vente des livres, je ne vois pas cela. Mais on peut regarder ça d'un aspect positif lorsque ça ouvre aussi des portes. L'écriture, ça ouvre des portes. On peut rencontrer d'autres personnes. Ça peut nous offrir d'autres opportunités. Et ça, c'est le côté positif de l'écriture. C'est à ce niveau aussi qu'on parvient à bénéficier des fruits de ses œuvres. C'est intéressant. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez votre émission La Lecture. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média, notre site internet www.actuelmedia.net. Alors, Monsieur Tcheina, revenons-en. Pouvez-vous nous parler un peu du bruit du silence? Bruit du silence est un recueil de poèmes. Il y a 35 poèmes dedans. Et ces poèmes parlent un peu du panafricanisme. Parlons un peu du titre, Bruit du silence. Ah, le titre. Le titre d'abord, parce qu'on a bruit et silence, l'oxymore. Oui. Mais pourquoi bruit et silence à la fois? Silence étant le calme, bruit, les bavardages et consorts. Et pourquoi réunir ces deux comme titre? On est dans la poésie. Oui. D'abord, je vais être clair. Le bruit n'a pas de silence et le silence ne fait pas de bruit. Mais c'est un jeu de mots et ce jeu de mots a plusieurs sens à la fois. D'abord, le silence, c'est moi-même. Le bruit, c'est aussi moi-même. Le silence, c'est moi lorsque j'écris. J'écris pour moi-même, je ne fais pas de bruit, je suis seul. Et lorsque j'écris un livre, là, c'est le bruit de mon silence, vu que le livre, ça s'écoule. Et voilà, ça se partage dans le public. Oui. J'ai voulu faire ce jeu de mots. Et d'un autre côté, bruit du silence, c'est un peu comme la voix des sans-voix. Ça aussi, on peut considérer ça comme... Mais en l'écrivant, avez-vous pensé à d'autres thèmes? À d'autres titres? À d'autres titres. Oui. Non, je n'ai pas pensé à d'autres titres. C'est ce titre-là que j'ai imaginé pour le livre. D'ailleurs, même les poèmes du livre ne sont pas écrits au même moment. Oui, effectivement. Je les ai écrits entre 2016 et 2020. Donc, ce sont des anciens textes de slam et des anciens textes de poésie que j'ai écrits. Maintenant, pouvez-vous nous faire un bref résumé du bruit de silence? Bruit du silence, c'est un recueil de poèmes, comme je l'avais dit tout à l'heure. Oui. Il y a 35 poèmes dedans. Et ces poèmes parlent de l'unité africaine. Je parle aussi de la paix. Le premier poème, vous avez parlé de bruit du silence en tant que tel. Oui. Maintenant, deuxième, vous avez dit les fourbes.
Les fourbes, ça m'a étonné. Et puis, vous avez utilisé le pronom du rang 3. Il avec S. Et puis, le pronom du rang 2, le tu. Maintenant, j'aimerais savoir, le il renvoie à qui et le tu aussi renvoie à qui? Vous êtes dans les détails. Hein? Oui. Et ce poème, Les fourbes, je parle de ces gens qui font semblant. Qui sont ces gens? Ces gens, je ne peux pas les citer. Et ils sont partout. Ils sont dans la politique, ils sont dans la société, ils sont parmi nous, ils sont ailleurs. Donc ces gens sont éparpillés. C'est pour cela que j'ai dit il. Panafricaniste quelque part, parce que moi je ne comprends pas. Les îles ici, il s'agit des blancs ou bien je ne comprends pas? Les Européens ou bien? Bon, peut-être dans d'autres poèmes, je pourrais dire il s'agit de ceci ou celle-là. Mais ici, j'ai voulu être vraiment neutre pour que la personne qui va lire le poème Les fourbes, la personne elle-même, c'est à elle-même de découvrir je parle de qui. Donc, ce que la personne va penser, il s'agit exactement de ça. Ok, d'accord. Maintenant, dans le troisième poème, vous avez parlé de trésors inconnus, nos aïeux, et vous avez parlé un peu de nos origines. Par exemple, à Tombouctou, nous avons des origines là-bas et tout. Que voulez-vous dire par là, par trésors inconnus? Trésors inconnus, je parle de nos histoires, je parle de nos grands hommes et des grands événements que nous avons vécus dans le passé et que nous avons oubliés et nous continuons d'oublier dans le présent. Et voilà, ce sont des trésors. Il faut savoir que nos histoires, on doit les apprendre. Et pas pour retourner dans le passé, mais pour s'inspirer de cela, pour construire le présent. Hein? Est-ce de notre faute? Si on a perdu ce trésor, oui. Bon, je ne vais pas nous accuser. Ça a été tout un processus. Donc, on peut dire que c'est commencé d'abord bien avant la colonisation. Et après, lorsque la colonisation a commencé, l'objectif, c'était que nous perdions confiance d'abord en nous-mêmes. On ne peut pas diriger un peuple qui garde confiance en lui-même. D'abord, il faut casser son histoire, il faut lui prouver qu'il n'est rien. Et comme ça, peut-être ce peuple va se calmer au fur et à mesure. C'est ça qui a été appliqué ici. Et on peut dire que ça a beaucoup marché. Mais on peut et on doit toujours se rattraper. Les gens qui sont allés à l'école, on a parlé de la lecture. Les livres sont là pour cela. Et il y a des livres sur nos grands empires, sur notre passé. Il faut les lire pour savoir que nous aussi, on vient de grands hommes et on peut faire autant que ce que les autres peuples ont fait. C'est pour cela que j'ai dit que c'est un trésor. C'est un trésor parce que lorsqu'on va comprendre d'où nous venons, nous saurons où aller. Donc, je voulais dire cela dans Trésor inconnu. Maintenant, dans le quatrième passage, vous avez parlé de mariage précoce. Penses-tu qu'encore au XXIe siècle, le mariage précoce existe? Oui, bien sûr. Moi, je ne crois pas. Hein. Le mariage précoce existe. Et est-ce que vous savez... Avez-vous vu un exemple de ce genre ici au Mali, à Bamako? Il y en a beaucoup. Moi, à un moment, j'étais à Sévaré en 2018 pour les études à l'Institut de formation des maîtres. Oui. Alors que j'étais là-bas, j'ai eu écho d'une fille qui s'est suicidée. Je crois que la fille avait entre 12 et 15 ans comme ça. On l'a mariée de force à un vieux de 70 ans ou plus. La jeune fille s'est suicidée à cause de cela. Et puis, il y a des cas qui se passent dans les villages et parfois même dans les villes. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on essaye de mettre en avant dans les médias et trucs. Donc, c'est pour cela qu'il y a des gens qui peuvent penser que ça n'existe pas. Mais jusqu'à présent, le mariage précoce existe bel et bien ici. Mais quelles précautions doit-on prendre pour éviter cela? Les précautions à prendre, c'est de faire la sensibilisation. Vous et moi, nous pouvons communiquer, nous pouvons essayer
Activiste, bon, parfois le mot activiste devient un peu chaud, mais tout le monde peut sensibiliser sans être un activiste. Et toi, tu peux être là, tu peux avoir des amis ou bien des parents qui veulent marier leurs enfants précocement. J'ai dit enfant, je voulais dire fille. Et okay, d'accord. Les deux en même temps. Mariage précoce, ça existe pour les hommes et les femmes en même temps. Vous voyez des gens autour de vous qui veulent pratiquer le mariage précoce, c'est à vous de les sensibiliser et c'est un combat de tous. Sans cela, rien ne peut se faire. Je crois que c'est à travers cela que nous pouvons résoudre. Si moi j'essaie par exemple de sensibiliser et mes tontons en disant que voilà tonton, il ne faut pas que voilà, ma cousine se marie comme ci, comme cela, ils vont dire que tu n'es pas éduqué. Hein. Ils vont t'insulter, ils vont te descendre. C'est à toi de subir cela. Tu dois subir cela, tu dois accepter cela et c'est un combat en fait. Ça ne va pas être facile. Des comportements que nous avions depuis 10 siècles ou plus, là, on ne peut pas les abandonner du jour au lendemain comme ça. Donc c'est normal, leur réaction sera tout à fait normale. Il faut attendre à cela, mais il ne faut pas abandonner parce que voilà, il y aura tel ou tel obstacle sur le chemin. Donc c'est un combat de tous, comme je le disais, et on doit accepter d'être insulté pour cela. Et puis dans le 6e poème, vous avez parlé de combat folklorique. Il s'agit de quel genre de combat ici? Nous les femmes, ou bien je ne comprends pas, parce que je l'ai lu, mais l'idée générale, je n'arrivais pas à tirer l'idée. J'avais cru que le combat folklorique ici, il s'agissait de, voilà, nous les femmes, quand on allait dans les baptêmes, dépenser de l'argent. Mais je n'ai pas compris l'idée, effectivement. Combat folklorique, oui. C'est la tendance à faire croire que des femmes qui sont en train de réclamer des droits, égalité, et vont faire comme si d'autres femmes qui ont accepté de vivre dans la société avec l'équité, on les considère comme des femmes, des femmes qui n'ont pas de grande valeur. On essaie de leur dire de quitter cela, d'aller à la confrontation avec l'homme. Je parle de ce combat qui tend à faire croire que les femmes qui ne représentent pas, entre guillemets, la femme émancipée et sont minimisées par d'autres femmes parce qu'elles veulent que tout le monde soit comme elles. Donc, dans le livre aussi, vous remarquez, j'écris des poèmes tout en réclamant les droits de la femme, mais il y a certains combats qui sont vraiment folkloriques. Par exemple, il faut prendre, dans certains pays, il y a des combats pour faire en sorte que la femme puisse s'habiller de façon trop sexy et sortir... Dans quel genre de pays? Et il y a ces genres de cas, par exemple, dans les sociétés, on va dire comment... j'ai oublié le nom pour ça. Les nudistes. Les nudistes? Oui, oui. Ça existe dans quel pays? Je ne me rappelle pas beaucoup du pays. Vous savez, on lit beaucoup et effectivement. Ça se passe beaucoup dans les sociétés occidentales là-bas. Et il y a des sociétés, des gens qui sont en train de faire un combat pour cela. De faire des combats pour faire accepter l'homosexualité par tout le monde. Ça aussi, c'est un combat folklorique. Même si c'est bien de réclamer ses droits, mais il ne faut pas imposer à une société qui n'est pas prête à tel comportement, à accepter en avance ce que d'autres peuples ont accepté chez eux. Je crois qu'il y a certaines questions qui ne doivent pas encore être posées ici. Quand le temps viendra, on va se poser les questions et on va essayer de résoudre ensemble. En 1995, il y avait un sommet des femmes c'était en Chine. Les féministes de la Chine voulaient demander aux féministes de l'Afrique, lorsqu'ils reviendront en Afrique, de faire un combat pour que les femmes puissent être lesbiennes si elles le veulent.
les féministes de l'Afrique qui étaient là-bas ont refusé cela. Elles ont dit qu'elles ont d'autres préoccupations que cela. Et ce combat n'est pas à l'ordre du jour dans nos sociétés. Donc j'appelle cela combat folklorique. Oui, c'est intéressant. Et puis, dans d'autres poèmes, vous avez parlé de Cabral. Qu'est-ce que Cabral représente quoi pour vous? Il est qui pour vous plutôt? Cabral, l'ancien hymniste. C'est le symbole de la résistance. Et il a été... Ne serez-vous pas panafricain? Un panafricaniste, c'est ça, non? Parce que les combats que vous menez, par exemple, vous avez parlé de la négritude comme ci, là. Donc maintenant, vous pouvez nous parler un peu du panafricanisme, parce qu'on dirait que vous êtes panafricaniste. Je ne vais pas me définir comme tel. Je me méfie Se battre pour les causes, c'est vraiment intéressant. Si ça fait de moi un panafricaniste, quand même, je me méfie un peu des intitulés, des clichés, des étiquettes surtout. Donc peut-être je peux avoir des idées panafricanistes et je parle dans le livre, je parle beaucoup d'unité, je parle beaucoup de la reconnaissance des cultures africaines. Négritude, c'est un combat qui a été propulsé devant la scène par les Senghor, les Aimé Césaire. Je crois que c'est un combat qui doit continuer. C'est un travail de longue haleine. Ces auteurs ont mené le combat pour que nous puissions accorder de la valeur à nos cultures. Mais aujourd'hui, il faut voir, est-ce que c'est le cas? Donc ça ne veut pas dire qu'eux, ils l'ont fait dans le passé, que nous, on doit arrêter cela. Il faut toujours, dans nos sociétés, des Aimé Césaire en Afrique, comme il y en a des Victor Hugo, toujours en Europe et ainsi de suite. Il faut toujours des gens qui vont rappeler à la société et d'où elle vient pour qu'elle puisse savoir où elle va. Donc c'est un peu cela. Et maintenant, que voulez-vous dire par là, les pleurs de l'Afrique ou la paix? Voilà. La paix, de quelle paix s'agit-il? La paix au Mali? La paix au Mali, ou la en paix, Afrique ou la au monde paix en entier? Afrique, la paix dans le monde entier. Oui. Oui, je parle de cela. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de conflits en Afrique, surtout depuis combien d'années on est confronté à des guerres internes et dernièrement le terrorisme est venu s'y ajouter. Ça c'est au Mali, partout où on va, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, en Afrique centrale ou Afrique occidentale. C'est pareil partout et je prie dans ce texte pour la paix dans le monde entier. Oui. Monsieur Tiena, quels sont vos projets d'écriture? Mes projets d'écriture, je suis en train d'écrire un roman actuellement et je compte écrire un autre recueil de poèmes. Un roman, c'est sur quoi? Bon, c'est sur, ça tombe bien, c'est sur la guerre aussi. La guerre? Oui, oui. Au Mali? Oui, là, bon, pas au Mali. D'ailleurs, dans le livre, je ne parle même pas, je n'utilise pas de nom de pays. C'est un pays, nom de pays imaginaire. En Ukraine, parce que présentement, il y a la guerre en Ukraine. Non, c'est pas en Ukraine, c'est ici même. Ici? Oui. Au nord? Non, je n'utilise pas de nom de ville ni d'ethnie ici. Tous les noms, le nom même du pays en question, et ce n'est pas le Mali, ce n'est pas Burkina, ce n'est pas les noms des pays qu'on connaît, c'est des noms que moi-même j'ai inventés. Donc c'est pour ne pas placer mon livre dans le cadre d'une société, vu que quand on parle de conflit interethnique, c'est un terrain vraiment glissant pour ne pas vexer une ethnie que d'autres. J'ai voulu ne pas choisir de nom de pays ni utiliser de nom d'ethnie. Donc, mais ça parle de guerre. Ça dépendra de mon éditeur et de moi également. Ok, vous avez parlé de d'autres livres et puis? Bon, oui, ce que j'écris, c'est un roman. Je vais écrire un autre recueil de poèmes. Ce que je me dis, j'aimerais que le recueil de poèmes et le roman soient publiés ensemble. C'est intéressant. Monsieur Tiena,
Quelle est la chose qui vous a le plus marqué dans votre vie? La chose qui m'a le plus marqué Oui, dans toute ma vie. dans toute votre vie. Et je serai obligé de réfléchir et donner la réponse à cette question en quelques secondes comme ça. Je vais... Non, il faut cogiter, la réponse n'est pas loin. Bon, la chose qui m'a le plus marqué, je pourrais dire l'obtention du DF. Comment ça? Et parce que c'est un examen que j'attendais, c'était en 2012, hein? Oui, c'est 2012. Lorsque j'ai obtenu, les parents étaient vraiment fiers de moi et voilà, j'étais moi aussi fier de moi. Donc, et ça vous m'a n'étiez pas encouragé dans travailleur tout ce ou que j'ai bien... fait. Je ne comprends pas. J'étais travailleur, j'étais parmi les premiers Alors, mais dans ma classe. pourquoi est-ce que ça vous a le plus marqué? Or que le baccalauréat est encore plus... La fierté que j'ai lue dans le regard de mes parents, c'est ça qui m'a le plus marqué. Peut-être que je pourrais citer d'autres occasions qui m'ont beaucoup marqué et c'est ça qui me vient en tête pour le moment. Ouais. Et quelle est la chose que vous avez regretté de ne pas avoir fait? Oh là là, la chose que j'ai regretté de ne pas avoir faite. Oui. Ça va être difficile de répondre. Hein. La chose que j'ai regretté de ne pas avoir faite. Donc vous n'avez pas de réponse? J'ai un cerveau peut-être qui est programmé pour ne pas enregistrer les regrets. Oui. Et je n'ai pas trop l'habitude de regretter mes actes. Je préfère assumer ce qui se passe, oublier ce qui est à oublier et voilà, apprendre de mes erreurs. Maintenant, ce serait très difficile pour moi. Dire est une chose, mais appliquer aussi en un autre. Exactement. Oui. J'ai fait, dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs dont je me suis servi pour ne pas les répéter et dans mes expériences futures. Donc, je peux pas les citer vu que on dirait que j'ai un cerveau qui n'est pas programmé pour cela. Ok, c'est compréhensible. Au fait, Monsieur Tiena, notre émission touche à sa fin. Quel est votre mot de la fin? Notre mot de la fin. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme message à passer aux lecteurs et puis aux téléspectateurs qui nous suivent? Bon, j'aimerais inviter tous les lecteurs à lire les livres. J'aimerais inviter plutôt tous les jeunes, toutes les personnes à lire, à s'intéresser à l'apprentissage parce que la connaissance est très chère. C'est la seule chose que personne ne peut nous prendre, peu importe ce qui se passe. Donc, du coup, j'invite tout le monde à essayer d'apprendre et quel appel d'approfondir les avez-vous à connaissances. lancer à la jeunesse malienne? L'appel que j'ai à lancer à la jeunesse malienne, Oui. c'est de se former soi-même, de ne pas toujours de ne pas toujours déléguer d'autres personnes en la recherche des connaissances. Il faut s'inspirer des gens, mais il ne faut pas les idolâtrer. Par exemple, quelqu'un peut se dire qu'il m'aime et du coup, tout ce que Tiena Tangara va dire, je suis d'accord avec cela, peu importe ce qu'il va dire. Alors que je peux me tromper. Moi-même, je reviens sur ce que j'ai dit et parfois. Et si ces gens me suivent aveuglément, ça va être un souci. Je crois que nous sommes entrés dans une phase où les jeunes sont tendus vers ces genres d'actions. Je crois qu'on doit essayer d'apprendre par soi-même, utiliser notre cerveau par nous-mêmes. C'est pas pour rien si Donc, Dieu nous a donné tous la ces cerveaux. formation autodidacte. Se former, réfléchir par soi-même et analyser les faits. Surtout que nous sommes dans une époque de transition, ça va nous servir davantage. Monsieur Tiena, vous êtes slameur, non? Oui, je suis slameur. Pouvez-vous nous faire un de vos slams, c'est-à-dire nous dédier un de vos textes? Ok. Si possible. Je regarde la caméra. Oui. Infidèle que je suis, infidèle que tu es,
d'avoir été indécis dans le choix de ce que tu aimes. Tu t'es enfermé dans un carcan en honneur d'une fierté d'antan. Pour l'affirmation de ton identité, tu as perdu le sens de toute humanité. Tu t'appelles Bamanadin et fier, ou peut-être Filadin et fier. Oui, c'est ton droit, mon frère, je ne peux dire le contraire. Mais quand cet amour de ton ethnie piétine celui de ton pays, quand cet égocentrisme te fait oublier ta patrie, quand ce Bamanadinha te fait sentir le plus important ou quand ce Maracadinha te donne le droit de snober mon sang, c'est là que toi et moi, frère, nous avons échoué d'avance. C'est là que nous ouvrons la brèche à notre future décadence. Nous sommes tous sur cette terre, témoins de nos premiers souffles d'air. Par les 1000 circonstances de la vie, nous aurions pu naître ailleurs. Si l'Éternel a choisi cette terre pour nous, c'est qu'elle est notre terre promise. Alors cultivons-la ensemble, avant que nos différences nous divisent. Soyons tous maliens d'abord, avant d'être de tel ou tel bord. Notre défi s'écrit en D majuscule. Nous ne pouvons avancer en groupuscule. Si c'est chacun pour soi, alors qui pour le Mali? Mon diagnostic d'un peuple imbute une foi porte beaucoup dans nos Mali. Sommes-nous des citoyens infidèles sur une terre orpheline et veuve, nationalistes quand l'aventure est belle, mais communautaristes à la moindre épreuve? Sommes-nous des citoyens infidèles sur une terre orpheline et veuve, nationalistes quand l'aventure est belle, mais communautaristes à la moindre preuve? Épreuve de la traître négrière, nos prières n'attendent que nos sueurs. Des pierres pour ce qu'on a de plus cher. Mère Afrique, de toi nous sommes fiers. Fiers dans notre égoïsme intrinsèque, la graine émergente semée sur un terrain sec. L'aide au développement qui nous a cloué le bec est à l'origine de combien de nos échecs. L'Afrique est subdivisée, dévissée, divisée, dépecée par ses propres fils. Au prix de la noyade, elle est délaissée, enlacée par les conflits fratricides meurtriers. À Mopti, au Tigré, c'est le regret. À Bankas, Bangui se balance une paix bancale. C'est à Conakry qu'on a crié Sunawaga, les gars, ça part de djihad, parce qu'ils n'avons pas été fidèles à notre identité africaine, avant d'être fidèles à nos identités communautaires, avant d'être fidèles à nous-mêmes. Slam. Wow! C'est juste magnifique. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Maintenant, vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut trouver votre livre pour nous lire votre passage, le passage qui vous a le plus plu dans ce livre. Et bon, l'œuvre d'un auteur, il faudrait dire que tous les passages m'ont plu et je vais choisir un des poèmes au hasard. Bon, je suis en train de fouetter, mais attends, je vais prendre un au hasard. Ok. Oh, Baobab, je laisse ça. Le poète. Le soleil se levant de l'est pour se coucher à l'ouest. Chaque jour, le poète et sa feuille font leur fête. Il fait sa routine chaque fois qu'il en a l'occasion. Il n'a point de répit dans la quête de sa passion. Ses mains et son cerveau sont ses instruments. Et quand il s'exclame, jamais il ne te ment. Il a trouvé une grâce dans la parole qui peut rajeunir un peuple qui s'étiole. Ses révélations commencent tard dans la nuitée, lorsque les lumières floues se trouvent amputées. Son stylo noctambule, il devient peu bavard, mais il aime se réveiller des petits cauchemars. Son esprit voit clair grâce au reflet de sa feuille blanche, sur laquelle le crayon enjaillé danse et se déhanche. Ses écrits traversent le désert pour la savane verte. Et même les anges sont fascinés par ses découvertes. C'est un excellent sympathisant de toutes les espèces, car il voit une beauté en toutes choses grâce à sa sagesse. Sa vie éminemment simple n'empêche pas le partage, et il n'éteint jamais sa rage avec des outrages. C'est un poète, un amoureux de la beauté, c'est un maçon des vers, un bâtisseur de fraternité. Dans toute indifférence, il y a un accord, et même le véridique a partiellement tort. Chez lui, les mots et les rimes sont des loisirs qui peuvent répondre congruement à nos désirs. Il attire sagement les gens dans son univers et les hypnotise somptueusement avec des vers. Se servant de poèmes avenants et de ses rossignolades, il enjolive la vie aux yeux des esprits malades. Les langues venimeuses se retrouvent pétrifiées lorsque le poète gai s'évertue à se confier. Il te rend optimiste en te disant que tout est possible et demain il t'effraie en te disant que rien n'est facile. C'est une estafette entre les hommes et la nature,
et un augure qui peut naviguer dans le futur. Étudiant les points communs entre les religions, il vit dans la fraternité avec toutes les confessions. Il marche avec les fous, les mains sur leurs épaules, et met en évidence leurs théories les plus folles. La douleur ne peut jamais neutraliser sa joie, car chez lui, l'humeur n'est qu'une question de choix. Car c'est un poète, un amoureux de la beauté, c'est un maçon des vers, un bâtisseur de fraternité. Waouh, c'est juste magnifique aussi. Et au fait, ça fait allusion à quoi? Le poète, il s'agit de toi en question? Je parle du poète, de tous les poètes. Et quand j'ai publié ce poème sur ma page, il y a beaucoup de poètes qui ont réagi et qui ont dit que c'est ça même. Donc, ce n'est pas moi seul, c'est d'autres poètes aussi. Maintenant, vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut trouver votre livre et puis laisser des numéros en cas de besoin. Ok. Le livre, on peut le trouver à Prostil Édition avec mon éditeur. Et aussi, j'ai quelques exemplaires. Je vais donner mon numéro pour cela. C'est 93 95 27 89. 93 95 27 89. Donc, si vous m'appelez, vous pouvez avoir accès à ce livre. C'est à 3 000 francs seulement. Merci. Merci. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci à vous, monsieur Tchéna, pour votre présence. Je vous rappelle que c'était votre émission, La Lecture. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média et notre site internet www.actuelmedia.net. On se dit à la prochaine. Au revoir.